Voilà, mesdames, messieurs, vous pouvez le voir, le clip veut démontrer d'une part en quoi pourrait consister ce qui est encore à ce stade un projet en cours d'élaboration, dévoilé pour la première fois aujourd'hui, la Sion Time Machine, ou comment nous pourrions valoriser le riche patrimoine sédunois et par extension valaisan à l'aide des technologies numériques. Et puis, ce clip démontre, d'autre part, que si l'archiviste ou l'historien travaille sur le passé, il ne le fait plus aujourd'hui en utilisant des outils du passé, mais au contraire, il peut désormais recourir aux outils et aux technologies les plus récentes en matière d'intelligence artificielle ou alors de visualisation des données. Et en ce sens, il s'agit d'une prodigieuse évolution, voire d'une véritable révolution, qui ouvre une multitude de possibles, non seulement pour les professionnels de la conservation du patrimoine, ou alors les chercheurs professionnels, amateurs ou en formation, mais également pour les différents publics intéressés. Quoi de plus attrayant, en effet, j'oserais même le terme de sexy, que de proposer ou d'inventer de nouvelles formes de visualisation susceptibles de restituer une partie de notre passé. Et la Sion Time Machine a pour ambition, au stade initial de sa conception et de sa conceptualisation, d'offrir une telle proposition pour la ville de Sion, comme son nom l'indique, mais il me paraît nécessaire d'être d'ores et déjà un petit peu plus ambitieux en la confinant aux frontières d'un canton qui est situé au cœur des Alpes, qui a été depuis très longtemps un axe majeur de transit entre le nord et le sud de l'Europe, et qui a été au cœur de l'histoire européenne depuis des milliers d'années. En ce sens, Sion Time Machine devrait être l'un des éléments essentiels de ce véritable écosystème de Time Machine qui se met progressivement en place en Europe. Et ce qui me paraît extrêmement stimulant, c'est vraiment, comme l'a expliqué tout à l'heure le professeur Kaplan, d'essayer de mettre en commun ou alors de rassembler des corpus qui aujourd'hui sont séparés. Et on voit dans l'histoire valaisanne des personnes qui ont vraiment eu une influence européenne. Je songe par exemple au cardinal Schinner ou à Georges Super-Saxo au XVIe siècle, ou alors à Gaspard Stockalper, dont il a été question dans le film tout à l'heure. Il a notamment négocié un traité d'alliance en 1657 avec le roi de France Louis XIV. On pourrait tout à fait, grâce à la réalité virtuelle, imaginer revivre cette signature de ce traité d'alliance. Une time machine, comme l'a rappelé Frédéric Kaplan, a pour ambition la mise en valeur du patrimoine culturel d'un lieu ou d'une région. Et il faut avouer que dans le cas de Sion, nous sommes particulièrement bien servis, car malgré les nombreux aléas auxquels est soumise ce patrimoine à travers les siècles, que ce soit à travers les guerres, les incendies ou les inondations, nous avons la chance de pouvoir disposer de fonds et de collections particulièrement riches et prestigieux qui témoignent et nous renseignent à la fois sur l'évolution de la ville à travers le temps. Jugez-en plutôt, donc vous avez le plus ancien manuscrit conservé, qui est un recueil systématique de droit canon, qui date de la première moitié du IXe siècle et qui est actuellement conservé dans la bibliothèque du chapitre de la cathédrale de Sion. Vous avez également en haut à gauche la représentation ou la reproduction du premier document administratif qui est conservé, qui est un acte d'échange qui a été conclu entre l'évêque de Sion, qui s'appelait Hugues, et son homologue genevois, qui s'appelait également Hugues. Et les deux prélats ont échangé le 24 septembre 1005 des terrains dans la région de Villeneuve. Et ce corpus, au fil des siècles, va bien évidemment s'étoffer, et c'est sur ce corpus-là que l'on doit désormais travailler. Ce qui est intéressant, c'est que ce patrimoine va également prendre de nouvelles formes au fur et à mesure de l'avancée du temps et des développements technologiques, et il va s'enrichir par exemple de gravures dès le XVIe siècle, d'estampes dès le XVIIe siècle, de photographie à partir du XIXe siècle, tandis que dès 1839, eh bien, la presse va apparaître avec la diffusion des premiers journaux, puis les premières radios et les premières télévisions locales et régionales dès la seconde moitié du XXe siècle. Donc on le voit, on a une démultiplication des sources et surtout de la forme de ces sources à travers le temps. Certaines sont à l'heure actuelle disponibles sous forme numérique, d'autres devront au contraire être numérisées. Mais ce qui fait la spécificité de Sion,
C'est une particularité que l'actualité nous rappelle d'ailleurs très régulièrement. C'est également un patrimoine bâti et enfoui exceptionnel. Qu'il suffise de mentionner ici rapidement, outre les sites de Don Bosco et du Petit Chasseur, le site des Arsenaux qui a été fouillé à l'occasion de la construction des nouveaux dépôts des archives d'État du Valais. Les archéologues qui ont fouillé ce site d'importance nationale ont affirmé qu'il s'était agi d'un véritable feu d'artifice permanent. Et jugez-en plutôt, sur ce site, nous sommes en fait face à la première implantation humaine à Sion qui date entre 5500 et 4500 avant Jésus-Christ. Et nous avons les premiers Sédinois qui s'installent au bord de la Sionne, qui coulaient selon un axe est-ouest et non pas nord-sud comme à l'heure actuelle. Nous y avons découvert les plus anciennes traces d'agriculture au nord des Alpes et également le plus ancien four de potier de Suisse. Et ces fouilles, qui ont été des fouilles destructrices, eh bien, grâce à la réalité immersive, grâce à la réalité virtuelle, il me semble qu'il serait possible de lui donner une nouvelle vie, un nouveau corps. Et c'est, je pense, vraiment la spécificité du projet tel qu'on l'imagine pour Sion, c'est la prise en compte du patrimoine archéologique, ce qui n'est pas encore le cas dans les autres projets. Donc là, il s'agit pour moi d'un élément qui doit nous pousser à faire quelque chose. Alors, sur quoi repose un projet de Time Machine ? Un projet de ce type repose sur 3 axes qui ont été rappelés tout à l'heure par Frédéric Kaplan. Le premier axe, bien évidemment, c'est la numérisation du corpus. Alors, je crois qu'on ne va pas tout numériser, c'est sans doute ni réalisable ni souhaitable, et je pense qu'à ce stade, il faut savoir raison garder et adopter une politique des petits pas. Par contre, nous disposons de vastes corpus qui ont été entièrement numérisés et qui n'attendent à l'heure actuelle que leur projet. Je citerai simplement les 700 registres de minutes de notaire qui sont conservés par le chapitre de la cathédrale de Sion entre la fin du XIIIe siècle et puis le milieu du XVIIIe siècle. Yasmina Cornu en a parlé tout à l'heure. Ça représente plusieurs centaines de pages qui ont été, de centaines de milliers de pages, pardon, qui ont été numérisées. Les archives d'État du Valais ont numérisé il y a une dizaine d'années les archives du Valais savoyard qui étaient conservées à l'Archivio di Stato de Turin, puisque tout le territoire situé entre la Manche de Comté et Saint-Gingolph était savoyard entre la fin du XIIIe siècle et la fin du XVe siècle. Et nous avons des sources qui sont absolument exceptionnelles et qui permettent de reconstituer le tissu de cette époque. Là aussi, nous avons plusieurs dizaines de milliers de documents qui ont été numérisés. Les archives d'État du Valais ont également numérisé les recensements de la population valaisanne du XIXe siècle et la médiathèque Valais, quant à elle, a fait d'importants efforts pour mettre à notre disposition l'intégralité de la presse valaisanne écrite. Donc on le voit, hein, le tout représente des centaines de milliers, voire des millions de documents qui sont aujourd'hui peu ou pas du tout exploités en dehors d'une consultation page à page. Le second axe de ce projet, c'est l'indexation, c'est-à-dire l'identification précise du contenu de chacune de ces pages. Or, à l'exception de la presse valaisanne, de nombreux corpus n'ont malheureusement pas été indexés ou l'ont alors été de manière très marginale. Et dans ce domaine, je fonde beaucoup d'espoir, donc je suis paléographe, et je ne doute pas que ces espoirs ne seront pas déçus sur les technologies de reconnaissance de l'écriture manuscrite, même si, on va le voir dans la description dans les prochaines minutes, le processus est long et il est particulièrement complexe. Alors, les archives ont effectué des premiers tests de reconnaissance de l'écriture manuscrite à l'occasion d'un stage qui s'est déroulé au cours du printemps et de l'été 2019. Ce stage a été réalisé par Marie-Caroline Schmitt, qui apparaît dans le clip, dans le cadre d'un master en technologie numérique appliquée à l'histoire proposé par l'École nationale des chartes à Paris. Et nous avons travaillé sur un corpus d'archives qui concernait la débâcle du Gietro, dont nous avons commémoré l'année dernière le bicentenaire.
Je vais prendre un exemple, c'est une lettre qui a été rédigée par Charles-Emmanuel de Riva, qui à cette époque-là occupait des fonctions politiques relativement importantes. Alors vous avez le registre numérisé et la première étape va porter sur la préparation minutieuse de l'image à travers un traitement spécifique qui va être appliqué. Donc on va concrètement séparer les différentes pages, redresser les images pour que les lignes soient les plus droites possibles, définir les zones de texte que l'on souhaite traiter, appliquer des marges aux pages. Ensuite, c'est un élément très important, on doit binariser l'image, c'est-à-dire qu'on va passer de la couleur à une image en noir et blanc. On va ensuite enlever du bruit en faisant attention de ne pas toucher au texte. La deuxième étape, elle, va porter sur le travail de transcription en tant que tel. Et pour ce faire, nous disposons à l'heure actuelle d'outils de reconnaissance de l'écriture manuscrite qui ont été développés dans le cadre du projet Time Machine et qui sont mis à la disposition des projets qui se développent dans les autres villes. Donc là, il faut qu'on crée une interface graphique de transcription et puis on va faire cette transcription à proprement parler en générant deux fichiers. Un fichier image sur votre gauche et puis sur votre droite, vous avez donc un fichier texte pour chacune des lignes. Une fois que ce travail a été réalisé, on va pouvoir passer à la troisième étape qui, elle, porte sur l'entraînement de l'algorithme. En fait, il faut qu'on puisse configurer l'outil. Alors, cette configuration se fait sur la base d'une retranscription des 100 premières lignes du corpus. Et puis ensuite, on va lancer la machine pour aboutir à une transcription automatique. Et vous pouvez voir ici un résultat. C'est un texte qui a été transcrit, donc c'est ce texte de Charles-Emmanuel de Riva. Alors vous voyez, il y a quand même quelques erreurs. Si je prends au niveau de la deuxième ligne, en fait, dans le texte d'origine, on a l'indication « true » ici, et l'algorithme a confondu « true » ici par « T-I-E-I-I ». Ou encore, on a un MN pour le 1. Donc là, c'est une confusion qu'on a au niveau du nombre de jambages. Alors, je vous laisse imaginer, il y a un mot en latin qui s'appelle muniminium, qui est constitué de 20 traits successifs. Donc, je défie là l'intelligence artificielle de reconnaître ce type d'outil. Ou encore, on a une autre erreur, pan, au lieu de peu, donc on a une confusion entre le N et le U. Mais à ce stade, les résultats sont déjà formidables. Donc vous pouvez vous imaginer la plus-value apportée par la possibilité d'effectuer une recherche directement en plein texte dans les corpus manuscrits. Pour autant, et nous reviendrons sans doute sur cette question lors de la table ronde, on doit également faire face à un certain nombre d'écueils et de difficultés. Mais je formule aujourd'hui devant vous un vœu, c'est celui d'utiliser la reconnaissance de l'écriture manuscrite sur les 700 registres de notaires conservés par le chapitre de la cathédrale de Sion. Ces minutes, comme l'a rappelé Yasmina Cornu tout à l'heure, constituent une source absolument extraordinaire sur la vie économique et sociale de nos ancêtres, puisque toutes les transactions liées à la vente, à l'échange ou à l'achat de biens y sont consignées. Or, à l'heure actuelle, un seul de ces registres a fait l'objet d'un travail d'édition scientifique. C'est le premier registre, le registre de Maître Martin de Sion, qui exerçait son activité entre 1275 et 1300. Et ce registre de Maître Martin de Sion, c'est le plus ancien registre de notaire sur support papier conservé au nord des Alpes, et surtout, c'est le plus ancien minutier de notaire de Suisse. Or, Chantal Amann a consacré plusieurs années de sa vie à réaliser ce travail d'édition. Et puis, en dehors de ce travail, on a également quelques minutes qui ont été étudiées et analysées dans le cadre de recherches historiques spécifiques. Donc, si on appliquait ces technologies de reconnaissance de l'écriture manuscrite, on pourrait ainsi indexer un corpus qui, si on le faisait avec les techniques actuelles, c'est-à-dire de prendre le registre page à page et puis de laisser un chercheur lire, prendre connaissance du document, en faire un résumé, on en aurait pour des décennies. Donc là, il y a une réelle attente et une plus-value dont l'utilité n'est plus à démontrer.
Donc, vous l'aurez compris, l'indexation est essentielle pour rendre le contenu accessible et exploitable, mais il y a possibilité d'aller encore plus loin, et c'est l'objet du troisième axe qui porte sur la visualisation des données. C'est là qu'on y retrouve le plus grand potentiel, car il permet tout simplement de visualiser une certaine représentation du passé. Le clip de présentation vous a proposé des visualisations que je dirais classiques. Alors, ce n'est pas parce qu'elles sont classiques qu'elles sont faciles à réaliser, loin de là. Elles présupposent au contraire un très très long travail. Vous avez pu voir les flux migratoires à travers les Alpes, sur la base des routes migratoires qui ont été empruntées depuis des millénaires à travers les cols. Vous avez également pu voir une visualisation de l'origine des bourgeois de Sion entre 1400 et 1519, ou alors la stratégie immobilière de la famille de Torontais au XVIIe et XVIIIe siècle. Et en fait, ces deux dernières visualisations, aussi bien l'origine des bourgeois de Sion que la stratégie immobilière de la famille de Torontais, eh bien, c'est rien d'autre que de l'exploitation de résultats d'articles qui ont été rédigés par des chercheurs. En l'occurrence, c'est Janine Fayard-Duchesne et Chantal Amann qui avaient travaillé sur l'origine des bourgeois de Sion dans un article qui est paru en 2014 dans la revue Valésia. Et puis, l'abbé Dubuis et Antoine Lugon, pour leur part, ont travaillé sur l'évolution des propriétés foncières à Sion au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est un article absolument prodigieux, extraordinaire, qui se déploie sur 500 pages. Alors aujourd'hui, on a deux possibilités, soit on lit ces 500 pages, soit au contraire, on essaye d'utiliser les techniques de visualisation pour rendre ces renseignements pleinement visibles. Or, et là c'est un élément qui, moi, me paraît très important, les conservateurs du patrimoine ne doivent pas avoir le monopole en termes de valorisation des données. Au contraire, il me paraît crucial, ça l'a été dit déjà ce matin, de pouvoir s'associer à des professionnels du domaine et de pouvoir faire appel aux spécialistes de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, voire même, je pense, aux gamers pour nous immerger dans le passé. Donc là, pour Sion, l'appel est lancé. Maintenant, c'est à vous de vous en saisir. Et puis, il me paraît également important d'élargir ce périmètre, le périmètre de cette time machine au Valais. Vous avez un exemple ici qui mériterait d'être étudié, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est la question du Valais savoyard et comment visualiser des données qui aujourd'hui se trouvent dans des rouleaux de parchemin qui ont été numérisés. Donc là, il y a tout un premier travail d'indexation et puis après de visualisation de ces données. Donc, au final, Sion Time Machine est à ce stade une ambition qui est dévoilée pour la première fois au public. Le potentiel, à mon avis, est clairement là. Imaginez ce que pourrait apporter une time machine aux élèves valaisans qui sont habitués à prendre des listes de dates dans des manuels d'histoire. Imaginez le potentiel au niveau touristique. Imaginez également le potentiel d'appropriation pour la population valaisanne. Donc il s'agit désormais de fédérer les énergies qui sont parties du service de la culture et de l'EPFL pour imaginer un projet certes ambitieux mais terriblement excitant. Je vais donc lancer maintenant un appel formel à toutes les personnes ou à toutes les organisations qui seraient intéressées pour concrétiser cette belle ambition qui vise finalement un seul objectif, c'est de permettre à tout un chacun de se réapproprier son propre passé. Et si on peut le faire en alliant patrimoine et nouvelles technologies numériques, je pense que ça serait vraiment mieux. Merci beaucoup de votre attention.